Le sol de votre jardin produit de l'électricité en ce moment même. Chaque poignée de terre contient des bactéries qui libèrent des électrons en décomposant la matière organique. Cette réaction se produit sous chaque forêt et dans chaque jardin de la Terre depuis bien avant l'existence de l'homme. Et il existe une forme en cuivre qui permet de la capturer. Une bobine. Il faut compter 3 $ le fil dans n'importe quelle quincaillerie. Vous pouvez le construire en 10 minutes et l'enfoncer dans le sol à côté de vos plantes. Il y a plus d'un siècle, un fermier du Kentucky a fait exactement cela. Il enterrait des bobines de cuivre dans la terre humide et alimentait des lampes électriques suspendues à ses arbres, sans réseau, sans combustible et sans fils électriques. Son fils a témoigné que les lumières ne s'étaient jamais éteintes. Il a transmis la voix humaine à travers le sol une année entière avant que Maroney n'envoie un simple clic par-dessus l'Atlantique. 1000 personnes l'ont regardé faire. On l'a ensuite retrouvé mort de faim dans une cabane, entouré de ses spirales de chair enterrée. Son brevet est toujours déposé. La bobine produit toujours du courant. Et en 2024, l'université Northwestern a construit une pile à combustible selon le même principe. Des bactéries du sol ont cédé des électrons à un conducteur, générant ainsi 68 fois plus d'énergie que nécessaire. Leur conclusion était que tant qu'il y aurait de la matière organique dans le sol, cela pourrait se produire indéfiniment. Ce n'est pas une métaphore. Il s'agit d'une conclusion publiée par l'une des meilleures universités d'ingénierie des États-Unis. Une batterie auto-alimentée sous vos parterres de jardin dont personne ne vous a jamais parlé. Mais avant de dévoiler le système complet, si vous êtes un jardinier amateur lassé de payer pour des engrais toxiques, j'ai préparé pour vous un plan gratuit pour une récolte zéro. Il révèle 7 engrais gratuits qui surpassent en réalité Miracle Gros et la méthode sans labour qui élimine définitivement le désherbage. Un de mes lecteurs, Dan, a utilisé cette astuce avec l'engrais à l'intérieur et ses tomates ont doublé de volume par rapport à celles de ses voisins. Pour accéder instantanément au plan détaillé de cette astuce de jardinage hebdomadaire oubliée, cliquez sur le premier lien dans la description ci-dessous ou scannez le code QR à l'écran dès maintenant. Si vous regardez sur un téléviseur, ouvrez simplement l'appareil photo de votre téléphone, tenez-le devant l'écran et appuyez sur le lien jaune qui apparaît. Cela prend 3 secondes et le plan est entièrement gratuit. Au cours des 26 prochaines minutes, cette vidéo retracera l'histoire enfouie d'une seule forme en cuivre sur 2 siècles. D'une station télégraphique en Écosse à une ferme du Kentucky, en passant par un laboratoire universitaire de l'Illinois. Elle montrera comment cette forme interagit avec la chimie du sol pour générer de l'électricité, mobiliser les nutriments et nourrir les plantes sans engrais. Et cela expliquera pourquoi cette technologie, documentée, brevetée et démontrée publiquement depuis plus de 180 ans, n'a jamais figuré dans un manuel d'agriculture. L'histoire commence en 1841 avec un horloger installé dans un trou creusé dans le sol. Alexander Bain était un horloger écossais qui avait un problème. Il voulait construire une horloge qui n'aurait jamais besoin d'être remontée. Sa solution était radicale. Il prit une plaque de zinc et une plaque de cuivre, les enterra à environ 1 mètre de distance dans un sol humide et les reliait par un fil de fer. Le zinc, étant plus réactif, a libéré des électrons spontanément. Ces électrons ont circulé dans le fil jusqu'au cuivre, produisant un courant continu et stable. Sous terre, le sol humide transportait des ions chargés entre les plaques pour fermer le circuit. Chaque minéral dissous, chaque trace de sel, chaque acide organique présent dans les eaux souterraines est devenu une partie de l'électrolyte. Le sol ne se contentait pas de retenir les métaux en place. Elle a participé activement à la réaction. Bain utilisa ce courant pour alimenter la première horloge électrique au monde. Le brevet britannique, numéro 8763, décrit chaque détail. L'appareil a fonctionné pendant des mois sans remontage, sans remplissage
et sans entretien. En quelques années, les compagnies télégraphiques de toute la Grande-Bretagne ont adopté le même principe. Ils enterrèrent des plaques de cuivre et de zinc sous les stations relais et utilisaient le sol comme conducteur de retour pour les signaux électriques. La méthode de retour par la Terre a permis de réduire de moitié le coût des câbles télégraphiques en diminuant la quantité de cuivre nécessaire. Les gares de la ligne de chemin de fer reliant Édimbourg à Glasgow fonctionnaient grâce au courant puisé dans le sol. Les ingénieurs ont démontré que l'alignement des plaques nord-sud augmentait la production. Un sol humide donnait les meilleurs résultats. Un sol sec coupait le courant, mais lorsque les conditions étaient réunies, ces batteries telluriques fonctionnaient pendant des mois sans surveillance. Le sol était parcouru d'électricité, et les ingénieurs victoriens l'utilisaient discrètement pour relier un empire. Voici le détail qui aurait dû déclencher une révolution agricole, et qui ne l'a jamais fait. Les employés du télégraphe et les agriculteurs locaux ont remarqué que l'herbe qui poussait directement au-dessus des plaques enterrées était différente. Plus foncé, plus épais, plus haut, suffisamment visible pour être repéré de loin. Un chef de gare du Yorkshire a montré du doigt une bande de verdure luxuriante qui longeait une voie de retour enterrée. L'herbe de part et d'autre était ordinaire et pâle. Au-dessus du cuivre et du zinc, la végétation semblait appartenir à un autre climat. Ce schéma se répétait partout où le sol conduisait un courant entre deux métaux enterrés. Personne n'a publié d'article. Personne n'a envoyé de chercheurs. L'observation s'est transmise de bouche à oreille et a discrètement disparu. Ce silence allait durer près d'un siècle. Mais de l'autre côté de la Manche, un agronomiste français prêtait précisément attention à ce genre d'observation. Justin Christophe a passé les années 1910 à 1940 à développer un système qu'il a appelé électroculture. Son dispositif principal était une antenne atmosphérique, un grand poteau en bois surmonté d'un collecteur métallique composé de fils de cuivre et de zinc reliés par un câble descendant dans le sol. L'antenne captait l'électricité atmosphérique provenant de l'air, du vent, de la pluie et des variations de température entre le jour et la nuit, et elle injectait un courant faible mais continu directement dans le sol. Entre 1922 et 1927, des agriculteurs des régions viticoles françaises ont mis à l'épreuve le dispositif de Crystal Flow. Les résultats ont été documentés par des photographies, des témoignages sous serment et des mesures sur le terrain. Les récoltes ont doublé. Les cultures poussaient 2 à 3 fois plus vite. Christoflo a rapporté que dans les champs non traités et non irrigués, les pommes de terre atteignaient 1,90 de haut et portaient de 30 à 35 tubercules pesant chacun de 0,5 à 1 kg là. Les carottes ont atteint 48 cm de hauteur. Un vieux poirier dont l'écorce était presque entièrement tombée a été entièrement rajeuni et a commencé à produire des poires pesant jusqu'à 450 grammes chacune, le tout sans fumier, pesticides ni engrais. Il déposa un brevet suisse en 1925 et un brevet français en 1934. L'industrie des engrais réagit alors. Christoflo a été traîné en justice par des lobbyistes du secteur agrochimique. Malgré des preuves photographiques et des dizaines de témoignages sous serment d'agriculteurs, il a été contraint de se défendre contre une industrie dont les profits avaient été décimés par un appareil qui ne coûtait presque rien et n'avait jamais besoin d'être remplacé. Le terme électroculture a été quasiment effacé de la littérature agricole française. Les brevets de Christoflo ont survécu. Ses résultats ont été confirmés. Sa réputation, elle, n'a pas changé. Pendant que Christoflo se battait contre des poursuites judiciaires en France, un ingénieur d'origine russe vivant à Paris avait déjà prouvé quelque chose d'encore plus inquiétant à propos du cuivre et de la vie biologique. En décembre 1924, Gor Lakhovsky a délibérément infecté 10 plants de géranium avec Agroacterium tumefaciens, une bactérie qui produit des tumeurs comparables au cancer chez les animaux.
Une fois que les 10 plantes eurent développé des tumeurs, Lakhovsky prit une simple boucle de fil de cuivre nu d'environ 30 cm de diamètre, dont les deux extrémités restèrent ouvertes et ne se touchèrent pas, et la plaça autour de l'une des plantes infectées. L'anneau était soutenu par un petit piquet isolant. Pas de source d'alimentation, pas de fil, pas de batterie, juste un cercle de cuivre avec un espace. En 3 semaines, les tumeurs présentes sur la plante traitée ont disparu. En 2 mois, la plante prospérait. Les 9 plantes non traitées sont toutes mortes en moins de 30 jours. Lakhovsky présenta ses résultats à l'Académie française des sciences le 2 avril 1928, sous le parrainage de l'éminent professeur d'Arsonval. Le chercheur Léhéry, de l'École nationale d'agriculture du Mont Péléié, a reproduit ces résultats et a démontré que l'anneau de cuivre prolongeait les saisons de croissance, augmentait la productivité des pommes de terre et accélérait la germination pour tous les types de semences testées. Voici le détail partageable. Lovsky a proposé que chaque cellule vivante soit un circuit oscillant microscopique, un minuscule émetteur-récepteur radio. L'anneau de cuivre faisait office d'antenne accordée à la fréquence de résonance des cellules de la plante. L'énergie atmosphérique captée a renforcé le signal propre à la cellule, surpassant les oscillations plus faibles des bactéries pathogènes. La plante n'a pas combattu le cancer. L'anneau de cuivre permettait à la plante de faire disparaître le cancer par vibration. Un simple anneau ouvert de fil de cuivre, d'un coût de 50 centimes, a permis de guérir le cancer des plantes à l'Académie française des sciences. La mode des bracelets en cuivre, qui a déferlé sur les années 1950 comme remède contre l'arthrite, était une version simplifiée de ces recherches. Le bracelet ne fonctionne que si l'anneau est ouvert. Un anneau fermé ne sert à rien. Lakhovsky, figure emblématique de la lutte anti-nazie, a fui Paris pour New York. Il mourut en 1942. Son matériel hospitalier disparut discrètement. Nathan Beverly Stubblefield, qui s'était installé à Murray, dans le Kentucky, était un électricien autodidacte, un agriculteur pragmatique et un arboriculteur. En 1898, il breveta un dispositif qui reprenait le concept de la pile terrestre et l'enroulait en bobine. Fils de cuivre et fils de fer enroulés côte à côte autour d'un noyau de fer, couche après couche, séparés par un tissu isolant. Le cuivre était isolé, le fer était nu. Lorsque la bobine était humidifiée, la réaction galvanique entre les deux métaux différents générait un courant primaire. Comme les fils étaient enroulés en forme de solénoïde, ce courant primaire induisait également un courant secondaire par induction électromagnétique. Un seul appareil, 2 formes d'électricité produites uniquement à partir de l'humidité du sol. Brevet américain numéro 600-457. L'Office des brevets l'a qualifié de batterie électrique. Stubblefield l'a appelé un récepteur. Il a insisté sur le fait que l'appareil interceptait l'énergie électrique qui circulait déjà dans le sol. Il enfouit ses bobines dans la terre humide, près des racines des arbres de sa ferme. Son fils Bernard a témoigné des décennies plus tard que les bobines alimentaient des lampes à pétrole suspendues aux arbres et qui brûlaient en permanence. Aucun fil n'était relié à un quelconque réseau électrique. La ferme de Stubblefield était située à des kilomètres de la source d'électricité la plus proche. Bernard a également rapporté que son père était très méticuleux quant au placement des objets. Les bobines n'étaient pas aussi efficaces partout. Stubblefield utilisait une méthode délibérée pour trouver les endroits où les courants souterrains naturels étaient les plus forts, souvent près d'affleurements rocheux, de conifères ou de sources jaillissantes. La veille de Noël 1901, un groupe d'enfants réunis chez Stubblefield entendirent le Père Noël parler grâce à un récepteur sans fil et sans source d'alimentation conventionnelle. Mahoney n'enverra pas un seul clic de code Morse à travers l'Atlantique avant décembre de la même année. Stubblefield transmettait déjà clairement la parole humaine à travers le sol. En 1902, il fit la démonstration de cette technologie à Washington, D.C.
en transmettant la voix depuis un bateau à vapeur en mouvement sur la rivière Ptoak jusqu'à la rive. Scientific American a couvert la manifestation. Stubblefield sombra alors dans la paranoïa. Il refusa toute commercialisation, rejeta des offres substantielles et se retira du monde dans une cabane rudimentaire près de Murray, entouré de panneaux d'avertissement et de bobines enterrées. Le 28 mars 1928, il a été retrouvé mort. Famine. L'homme qui transmettait la voix humaine à travers le sol avant que Maroney ne transmette un clic dans l'air est mort seul et oublié. En 1991, le gouverneur du Kentucky l'a officiellement proclamé véritable inventeur de la radio. Les fils convergent donc désormais. En 1841, Bain prouve que le sol est un électrolyte. En 1922, Christophe prouve que l'électricité atmosphérique double les rendements agricoles. Lakowski prouve qu'un anneau de cuivre ouvert guérit le cancer des plantes. En 1924, Stubblefield prouve qu'une bobine de cuivre enterrée produit de l'électricité utilisable. Et en 2024, une équipe de l'université Northwestern leur a donné raison grâce à des instruments modernes. Ils ont construit un appareil qu'ils ont appelé pile à combustible alimentée par la Terre, de la taille d'un livre de poche. Elle captait les électrons libérés par les bactéries lors de la digestion de la matière organique présente dans le sol. L'appareil a généré 68 fois plus d'énergie que nécessaire pour faire fonctionner ses capteurs embarqués et transmettre des données sans fil. Il fonctionnait aussi bien par temps humide que par temps sec. L'ingénieur principal a déclaré que tant qu'il y aura du carbone organique dans le sol pour que les microbes le décomposent, la pile à combustible pourrait potentiellement durer indéfiniment. L'étude a été publiée dans les actes de l'Association for Computing Machinery. Chaque composant peut être acheté dans une quincaillerie. La terre sous un jardin n'est pas inerte, il est électriquement actif. Ça a toujours été le cas. La chronologie raconte l'histoire de la répression. Fritz Haber et Karl Bosch ont percé le secret de la production industrielle d'ammoniac en 1909. Les agriculteurs américains ont dépensé 300 millions de dollars en engrais synthétiques en 1945. En 1975, ce chiffre a dépassé les 3 milliards. Le Comité britannique de l'électricité, créé en 1918 sous l'égide du ministère de l'Agriculture et composé de lauréats du prix Nobel, a passé 2 décennies à documenter les gains de rendement obtenus grâce aux méthodes électriques. En 1936, chaque rapport était estampillé « non destiné à la publication » et scellé. Le comité a été dissous. Les citations académiques concernant l'électroculture ont chuté de plus de 90%. Aucun mémo secret n'était nécessaire. Le marché a privilégié le consommable au détriment du permanent. L'application pratique à laquelle est parvenue la communauté électrotechnique place la bobine au centre du système. Le dispositif principal est appelé antenne atmosphérique. Et voici la configuration exacte qui, selon les praticiens, produit des résultats mesurables. Les matériaux sont simples. Fil de cuivre massif nu de calibre 16, non multibrin, non isolé, non cuivré. Soufre nu, cuivre pur massif. On le trouve dans toutes les quincailleries et tous les magasins de matériel électrique pour environ 3 $, la bobine de 50 taquets. Une bobine suffit pour 2 antennes. Le piquet est une cheville en bois, un poteau en bambou ou une branche droite. Un diamètre de 1,2 à 1 pouce convient parfaitement. La hauteur minimale recommandée est de 1,83, 6 pieds. 8 pieds, c'est mieux. Plus l'antenne est haute, plus elle capte d'énergie atmosphérique. Une antenne de 1,8 couvre environ 65 mm. Crystal Flow recommande 6 mètres ou plus pour les champs agricoles, mais pour un parterre de jardin, 1,8 à 2,4 constitue le point de départ pratique. L'enroulement suit un schéma précis. En partant de la base du piquet, le fil est fixé en l'enroulant fermement, 3 ou 4 fois autour de la partie inférieure. Puis, la spirale commence. Dans l'hémisphère nord,
le fil est enroulé dans le sens des aiguilles d'une montre lorsqu'on le regarde par en dessous. Autrement dit, si le piquet est dressé verticalement et que l'observateur le regarde depuis le sol, le fil s'enroule en spirale vers la droite, en s'élevant. Dans le hémisphère sud, le sens d'enroulement est antihoraire. L'espacement entre chaque tour de la spirale est d'environ 1 à 2 pouces en bas, s'élargissant progressivement jusqu'à 3 à 4 pouces vers le haut. Un piquet de 6 pieds utilise environ 20 à 25 pieds de fil. Le fil restant en haut est façonné en un cône ouvert ou en une boucle spirale ouverte d'environ 4 à 6 pouces de diamètre pointant vers le haut. Voici le collectionneur. Il ne faut pas le plier en cercle fermé. L'extrémité ouverte est importante. Une boucle fermée ne fonctionne pas comme un récepteur oscillant. On enfonce fermement dans le sol les 15 à 20 cm inférieurs du piquet, autour desquels est enroulé fermement le fil de cuivre. Le cuivre doit être en contact direct avec la terre. Si le sol est sec et dur, un trou de guidage réalisé avec un tournevis ou une fine cheville empêche le piquet de se fendre. L'antenne doit être positionnée de manière à ce que son emplacement dans le jardin suive un axe nord-sud, nord géographique, et non nord magnétique. Une application boussole ajustée à la déclinaison magnétique locale indique le cap correct. Cet alignement suit la direction des courants naturels de curcuma de la Terre, que le flux cristallin et les champs de chaume ont tous deux documenté comme étant l'orientation optimale pour capter l'électricité souterraine. 3 mises en garde importantes que les praticiens soulignent. Premièrement, le fil doit être en cuivre nu. Les fils isolés, les fils revêtus et l'acier cuivré ne conduisent pas la charge atmosphérique dans le sol. La surface en cuivre nécessite un contact direct avec l'air ambiant et le sol. Deuxièmement, le piquet doit être en bois ou en bambou, jamais en fer ou en acier. Victor Schauberger a démontré que les outils en fer diminuaient le magnétisme du sol, augmentaient la charge de travail des agriculteurs et créaient des conditions semblables à la sécheresse. Le cuivre, le laiton et le bronze ne produisaient pas ces effets. Troisièmement, le fil galvanisé ne doit pas être utilisé comme substitut. Le revêtement de zinc bloque l'interaction du cuivre avec la charge atmosphérique et modifie la relation galvanique avec le sol. Pour ceux qui ont visionné la vidéo précédente sur le système de pyramide en cuivre, l'antenne à bobine atmosphérique remplace la pyramide en tant que collecteur d'énergie hors sol. Le réseau souterrain reste inchangé. Des bûches de bois dur non traitées, enterrées, qui servent de réservoir d'eau et de piles à combustible microbienne, du biochar chargé comme aimant à nutriments et conducteur électrique, et une batterie de terre cuivre-zinc dans la zone racinaire. Les détails complets de la construction des couches souterraines, y compris les essences de bois exactes, le protocole de charge du biochar et l'installation de la batterie géothermique, figurent dans la vidéo précédente. Il convient de rappeler brièvement les consignes de sécurité. N'utilisez jamais de bois traité sous pression contenant de l'arsenic. Ne plantez jamais rien près du noyer noir, car il libère une sève qui tue les plantes de jardin. Toujours imprégner le biochar pendant au moins 48 heures de thé de compost, d'émulsion de poisson dilué ou d'urine diluée, à raison d'une part pour 10 parts d'eau avant de l'enfouir. Car le charbon de bois non chargé absorbe les nutriments du sol environnant et affame temporairement les plantes au lieu de les nourrir. La batterie terrestre utilise un morceau de tuyau en cuivre de 6 pouces et un clou en zinc galvanisé par plante, espacé de 8 à 12 pouces, à 6 pouces de profondeur. Une seule paire par plante est limitée. L'excès de zinc s'accumule et stresse les plantes. Un excès de cuivre nuit aux vers de terre et aux microbes bénéfiques. Un multimètre appliqué sur le cuivre et le zinc indique une tension comprise entre 0,8 et 1,1 volts. Lorsque la tension mesurée descend en dessous de 0,5 volts, remplacez le clou en zinc. Le côté cuivré dure plusieurs saisons. La différence cruciale entre la pyramide et la spirale réside dans la couverture.
Une pyramide de cuivre surplombe un lit et concentre l'énergie vers le bas par son sommet. Une antenne à bobine atmosphérique rayonne l'énergie collectée à travers le sol dans toutes les directions à partir du point où elle pénètre dans le sol. Une seule antenne de grande taille peut influencer une zone bien plus grande qu'un lit. Plusieurs antennes réparties dans un jardin créent un réseau. Pour un jardin typique, une antenne par parterre constitue le point de départ le plus simple. Le deuxième dispositif en cuivre est l'anneau de Lakhovsky, et il est ajouté au niveau de chaque installation. La construction prend moins d'une minute. Un fil de cuivre massif nu de calibre 14 ou 16, d'une longueur de 12 pouces, est plié en un cercle d'environ 30 cm de diamètre. Les deux extrémités sont laissées ouvertes, avec un espace d'environ 1 à 2 cm entre elles. Les extrémités ne doivent pas se toucher. Un anneau fermé ne possède pas de fonction de circuit oscillant. Placez l'anneau autour de la base d'une plante, reposant sur deux petits bâtonnets en bois, ou des bâtonnets de glace enfoncés dans le sol, afin de maintenir le cuivre hors du sol et isolé du contact direct avec la terre. L'anneau doit se situer à environ 5 à 7,5 cm au-dessus de la surface du sol, entourant la tige de la plante, sans la toucher. Un anneau par plante. L'ouverture doit être orientée vers le nord, pour un alignement optimal avec le champ magnétique terrestre. La combinaison d'une antenne à bobine au-dessus, d'une batterie de terre en dessous et d'un anneau Lakhovsky autour de chaque plante crée 3 couches de cuivre fonctionnant simultanément à 3 échelles différentes. L'antenne capte l'énergie atmosphérique à l'échelle du jardin. La pile terrestre génère de l'électricité galvanique à l'échelle de la zone racinaire. L'anneau capte les fréquences de résonance à l'échelle de la cellule individuelle. Tous trois alimentent un sol enrichi en biochar qui conduit le courant combiné à travers la zone racinaire. Le bois se décompose sous terre et fournit du carbone organique aux microbes du sol. Ces microbes libèrent des électrons comme sous-produits métaboliques. Ces électrons circulent à travers le biochar et le circuit cuivre-zinc, mobilisant les nutriments qui nourrissent les plantes. Les plantes poussent, perdent leurs feuilles et leurs racines. Cette matière organique retourne dans le sol et devient la nourriture de la génération suivante de microbes. Du nouveau carbone entre par le haut. L'électricité est produite par le bas. L'eau est stockée dans le bois et libérée à la demande. Les nutriments sont attirés et retenus par le biochar. L'antenne atmosphérique capte l'énergie du vent, de la pluie et des variations de température qui est renouvelée chaque jour par le soleil. Le système ne s'épuise pas, cela s'aggrave. Il est programmé chaque saison. Le sol s'enrichit. La communauté microbienne se diversifie et la production d'électricité augmente. Le clou en zinc est le seul composant qui se consomme et il est remplacé pour une somme modique. Tout le reste persiste pendant des siècles ou se renouvelle naturellement. Même un sol appauvri, compacté et sans vie, recommence à se recycler une fois que le bois enfoui fournit une source de nourriture aux microbes. Le biochar leur offre un habitat. L'humidité leur fournit un électrolyte. Et le cuivre offre à l'ensemble du système un chemin conducteur. Le sol n'a pas besoin d'être sain au départ. Le système le rend sain. Voilà comment la terre morte se transforme en batterie. Ce n'est pas infini au sens des manuels de physique. Il s'agit d'un système où chaque entrée est librement disponible dans la nature et où chaque sortie alimente le cycle suivant. Les anciens Amazoniens qui ont créé les sols de Terra Pria l'avaient compris. Leur biochar continue de produire de la nourriture 2000 ans plus tard, sans aucun apport chimique. Les microbes donnaient déjà des électrons. Le sol était déjà conducteur de courant. L'atmosphère était déjà chargée d'électricité. Le cuivre ne fait que donner à tout cela un chemin à suivre. Il s'agit d'un système naturel. Les praticiens suivent les résultats à l'aide d'un réfractomètre, mesurant les briques sur les feuilles des plantes toutes les 2 semaines. Des briques plus hautes signifient une densité nutritionnelle plus élevée et une meilleure résistance aux ravageurs,
car les insectes n'ont pas les enzymes nécessaires pour digérer les tissus végétaux riches en sucre. La tension aux bornes de la batterie de terre est contrôlée à l'aide d'un multimètre numérique. Une sonde sur le cuivre, une sur le zinc. Des plantes sont photographiées chaque semaine à côté d'une règle. Les récoltes sont pesées sur une balance de cuisine en fin de saison. Une rangée témoin est maintenue à côté du banc d'essai. Même sol, même eau, même lumière du soleil, même graines, mais pas d'antenne, pas de bois enterrés, pas de charbon de bois, pas de métaux et pas d'anneaux Lakovski. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est ainsi que des observations réalisées dans son jardin deviennent une science reproductible. Voici comment les preuves qui avaient été scellées dans un coffre-fort gouvernemental il y a 90 ans sont reconstituées au grand jour. L'industrie des engrais représente plus de 200 milliards de dollars par an. Le marché des pesticides ajoute 60 milliards supplémentaires. Une antenne à bobine de cuivre coûte 3 $. Une bague Lakovski coûte 50, un clou en zinc coûte quelques centimes. Le biochar coûte 4 $ le sac. Le bois enterré est gratuit. Une installation qui s'alimente, s'arrose, produit sa propre électricité et se renforce chaque année depuis son enfouissement. La bobine de Stubblefield produit toujours du courant. Les brevets de Christoflow sont toujours déposés. La bague de Lakovski fonctionne toujours. La pile à combustible de Northwestern fonctionne. Les lois de la physique n'ont jamais changé. La seule chose qui ait jamais changé, c'est qui contrôlait le débat sur la façon dont les aliments devaient être cultivés. La raison pour laquelle cela n'est pas enseigné n'est pas que cela ne fonctionne pas. Le problème, c'est que ce système fonctionne trop bien et de façon trop durable pour une industrie fondée sur l'épuisement annuel et les achats répétés. La réalité économique est puissante. Si cette vidéo a changé votre façon de voir ce qu'un simple morceau de fil de cuivre à 3 $ peut faire, partagez-la avec quelqu'un qui cultive des plantes. Le meilleur moyen de faire redécouvrir les sciences oubliées est de les planter dans tous les jardins de la rue. Si vous avez trouvé cela fascinant, abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. Il y a encore beaucoup de choses enfouies là-bas qui attendent d'être découvertes.